Pour ce forum sur les sociétés savantes, nous avons le plaisir d'accueillir la Société française de médecine générale. Madame Julie Chouilly et Monsieur Damien Joutot, vous allez nous présenter les outils mis à disposition des médecins par la SFMG. En effet, en médecine générale, dans 75% des consultations, le médecin ne peut conclure à un diagnostic certifié. Alors comment gérer cette incertitude diagnostique sans être dans une inquiétude permanente? Vous allez nous proposer des outils pour sécuriser notre pratique, utilisables en consultation en quelques clics. 30 minutes sont à votre disposition. Une séance de questions s'en suivra. Bonjour à tous. Donc on va commencer par se présenter. Moi je suis Damien Joutot, je suis médecin généraliste à Vivonne à côté de Poitiers et je suis membre de la Société française de médecine générale. Et moi Julie Chouilly, médecin généraliste à Poitiers et puis membre de la Société française de médecine générale aussi. Et secrétaire général. Et secrétaire général. Donc on est là pour vous présenter ce que fait la Société française de médecine générale, ce qu'elle peut vous apporter et ce sur quoi elle travaille, afin d'améliorer le quotidien des médecins généralistes. Donc je pense que certains d'entre vous n'ont pas entendu parler encore de la SFMG. C'est donc une société savante, c'est la plus ancienne structure de médecine générale qui a été fondée en 1973. C'est une association qui est constituée de médecins généralistes, loi 1901, complètement indépendante, et qui comprend environ 1200 membres sur toute la France. Alors, attendez. Voilà. Donc, plusieurs outils ont été développés par la SFMG, qu'on va vous présenter les uns après les autres. Tout d'abord, la notion de groupe de pairs, la doc du doc, que certains connaissent déjà, je pense, Teriac autonome, le manuel théorique de médecine générale, et enfin, le dictionnaire des résultats de consultation, qu'on développera un peu plus, car il s'agit d'un outil qui nous sert dans notre pratique quotidienne. Alors, les groupes de pairs, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de formation continue, validée, reconnue. En fait, c'est souvent des regroupements de médecins généralistes d'une même spécialité. Ça peut être aussi des spécialistes, mais ce sont souvent des généralistes qui se regroupent mensuellement afin de discuter de leur pratique dans une ambiance détendue. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir laisser libre cours à la parole, car il va y avoir une certaine critique de notre pratique afin de l'améliorer. Les réunions sont en général mensuelles. C'est un groupe d'environ 8 à 10 personnes. Et les réunions se décomposent en trois parties. La première, c'est une présentation de cas cliniques pris au hasard dans la consultation. Ça, c'est défini à l'avance. Que chacun présente, et ensuite on discute des décisions qui ont été prises, de ce que le médecin a décidé. La deuxième partie permet de discuter de l'offre de soins locale. Donc on peut parler par exemple des gastro-entérologues, alors avec qui on travaille, est-ce qu'on a eu des problèmes avec certains, on peut parler des infirmières, on peut parler de différentes choses, des hôpitaux notamment. Et la troisième partie est assez variable. Soit on choisit un cas pris justement volontairement qui a posé problème à l'un d'entre nous, qu'on va expliquer pour trouver des solutions ensemble. Ou alors, soit on va pouvoir répondre à des questions qui ont été posées à la réunion d'avant et qui sont restées sans réponse. Donc voilà. Vous pouvez, avec l'aide de la SFMG, éventuellement, quand vous serez installé, il existe même des groupes de pairs de remplaçants, vous vous associez en groupe d'une dizaine de personnes pour pouvoir créer ce genre de groupe. Alors, le manuel théorique de médecine générale, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un livre qu'on a édité avec la revue du praticien, enfin GMS qui s'occupe de la revue du praticien. Le manuel, on est parti du principe que la médecine générale, elle était devenue une discipline scientifique depuis une dizaine d'années, inscrite au CNU depuis 2006, et qu'en fait toute discipline scientifique, elle est fondée sur des concepts. Donc la médecine générale en avait forcément, sauf que comme jusqu'à présent n'était pas une discipline scientifique, les concepts étaient un peu éparpillés dans la littérature. Donc on les a regroupés, on a enquêté, on a interrogé des personnes importantes dans notre spécialité, on les a regroupés sous forme de 41 concepts
Le livre est en 2 parties. La première partie, c'est un petit historique sur la médecine générale, très court, mais qui rappelle d'où on vient. La deuxième partie présente les 41 fiches, de façon assez systématisée. Chaque concept est expliqué sur une demi-page. On discute pourquoi ce concept est important, et ensuite on l'illustre par un cas clinique qui est vraiment issu de notre pratique quotidienne. Donc là, on vous a mis quelques exemples de concepts. En gros, vous avez le carré de White, la loi de répartition régulière des cas, relation médecin-malade, prévention quaternaire, collusion d'anonymat, enfin voilà. La doc du doc. La doc du doc, elle est en accès libre sur notre site internet. Je ne sais pas si Damien l'a dit, mais tous les outils qu'on vous présente, hormis le manuel théorique, sont en accès libre et gratuit sur notre site internet. Donc la doc du doc, c'est un moteur de recherche bibliographique, mais qui ne va pas sur tout Google. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a bossé chez nous pour sélectionner en gros 75 à 78 sites internet qui l'a classé sous plusieurs formes. C'est-à-dire que vous tapez quelque chose dans le moteur de recherche, constipation ou diarrhée ou fièvre, il les a classés par recommandation, HAS ou autre, fiche grand public, pédiatrie, EBM, et il m'en manque un, article de revue. La base médicamentaire IAC, c'est la seule base de médicaments qui est indépendante des laboratoires. On a bossé avec eux, on a créé une application qui est disponible sur les smartphones. C'est une application qui a comme facteur intéressant d'avoir les SMR et les non-SMR, ASMR. Que vous dire de plus qu'elle est... Alors vous n'êtes pas installé encore, donc peut-être que vous n'avez pas été confronté au ROSP, mais dans les ROSP, on nous demande d'avoir un logiciel, un LAP, c'est-à-dire un logiciel d'aide à la prescription, et Theriac est labellisé LAP depuis quelques semaines. On a travaillé avec eux sur ça, donc on est très contents. Et le dictionnaire des résultats de consultation. Donc pour vous le présenter, on va commencer par vous proposer une vidéo de 3 minutes, c'est assez court, qui a été faite par un membre de la SFMG qui est jeune remplaçant. Donc on pensait que c'était peut-être la solution la plus adaptée pour vous le présenter, quelqu'un qui a juste terminé son internat et qui le présente à sa façon. Donc on vous montre la vidéo et après on va vous expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui ne le connaissent pas du tout et pour ceux qui connaissent aussi. Dans cette vidéo, nous allons parler du DRC. Le DRC, c'est le dictionnaire des résultats de consultation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans un premier temps, c'est que la plupart des nomenclatures ou des classifications de maladies qui existent sont élaborées par les collèges de spécialistes. Elles sont donc adaptées aux situations qu'ils rencontrent au quotidien et aux pathologies qu'ils ont à prendre en charge. Le problème, c'est qu'en médecine générale, on ne rencontre pas les mêmes pathologies, les mêmes situations que nos confrères hospitaliers. Et ce, pour différentes raisons, mais notamment parce que nous intervenons plus tôt dans le parcours de soins du patient. Nous sommes en amont dans le système de soins. C'est d'ailleurs très bien écrit dans le carré de White, qui dit bien que pour 1000 personnes exposées à un risque, 750 vont présenter un trouble de santé. Et bien seulement 250 iront voir leur médecin généraliste, 9 finiront hospitalisés, dont une seule en CHU. On comprend bien que si l'ensemble des nomenclatures et des classifications qui existent aujourd'hui sont élaborées à partir de cette petite dizaine de patients hospitalisés, elles ne peuvent pas correspondre à l'ensemble des situations que nous avons à prendre en charge en médecine générale. Alors quelles sont ces situations que nous avons à prendre en charge en médecine générale ? Eh bien, tout d'abord, nous allons prendre en charge des gens qui sont malades et des gens qui vont présenter une entité morbide. Donc, ces entités morbides sont, dans seulement 30% des cas, caractéristiques d'une maladie. C'est-à-dire qu'en fin de consultation, on peut arriver à un diagnostic formel certifié de pathologie, comme on les retrouve dans les nomenclatures ou les classifications qui existent. Dans 70% des cas, en revanche, ces entités morbides ne sont pas caractéristiques d'une maladie. Le patient vient avec un symptôme, ou un ensemble de symptômes, une fièvre, une toux, une douleur abdominale quelconque, et on ne peut pas, en fin de consultation, arriver à un diagnostic formel certifié. Nous sommes en situation d'incertitude diagnostique. D'ailleurs, la plupart de ces symptômes ou de ces syndromes évolueront spontanément de manière favorable et n'iront pas jusqu'à un tableau de maladie complet comme décrit dans les livres. Enfin, à côté de ces entités morbides, nous avons aussi à prendre en charge tout un tas d'entités non morbides, des patients qui ne sont pas malades, mais qui viennent nous voir pour des rédactions de certificats, des problèmes psychosociaux ou encore des actes de dépistage ou de prévention. Alors il est évident qu'on peut utiliser les nomenclatures et classifications qui existent déjà pour nommer notamment les entités morbides caractéristiques d'une maladie, seulement dans les autres situations qui sont bien spécifiques à notre exercice, on sent bien que nous avons besoin d'un outil
sémiologiques adaptés à notre fonction et à ses spécificités qui nous permettent de nommer la situation que nous avons face à nous en consultation. Un des premiers à pouvoir théoriser sur le sujet est un médecin autrichien du milieu du XXe siècle, le docteur Robert Nicolas Braun, ici présent, qui a observé et analysé sa pratique pendant plusieurs années et qui est arrivé, dans les années 70 à peu près, à définir le principe de résultat de consultation. Cet outil lui permet de définir de manière systématique, en se basant sur la certitude clinique et le plus haut niveau de preuve au moment de la consultation, de définir la situation qu'il a face à lui. Alors dans les années 90, la Société française de médecine générale a établi, à partir des travaux du docteur Braun, le dictionnaire des résultats de consultation qui regroupe 290 résultats de consultation. Ils sont mis à jour de manière annuelle par une des commissions de la Société française de médecine générale afin de toujours être en accord avec les dernières données de la science. Ces 290 résultats de consultation permettent de couvrir 97% de l'ensemble des situations face auxquelles nous pouvons nous trouver sur une année. Il est disponible en version papier ou en téléchargement libre sur le site de la Société française de médecine générale. Voilà, merci Édouard. Donc voilà, il vous a expliqué l'origine du dictionnaire. On va reprendre un petit peu le côté pratique. Donc comme il vous a expliqué, le dictionnaire c'est 290 résultats de consultation qui sont ce qu'on met à la fin quand on a fait notre travail de médecin. Et le dictionnaire c'est aussi un outil de gestion du risque d'incertitude diagnostique. Donc on a pris le parti de formaliser notre démarche diagnostique et démarche médicale sous 3 étapes. La première étape, c'est nommer la situation clinique qui est face à nous. C'est-à-dire qu'il faut, à la fin de la consultation, arriver à mettre quelque chose dans notre dossier. Il faut savoir que dans la médecine générale, en général, 90% des médecins utilisent le texte libre. Le texte libre n'est pas reproductible au travers d'un même médecin. C'est-à-dire que moi, au fur et à mesure de ma journée, je ne vais pas mettre la même chose pour la même pathologie et même situation, et il est encore moins reproductible d'un médecin à l'autre. Donc là, 290 résultats, on parle tous le même langage, et 15 jours plus tard, on sait toujours où on en est. La deuxième étape, c'est s'assurer qu'on ne s'est pas trompé de dénomination, donc trompé de point où on en était à la fin de notre consultation. Et la troisième étape, c'est s'assurer qu'on ne passe pas à côté de quelque chose de grave. La première étape. Donc, quoi de plus confortant et rassurant de pouvoir nommer une varicelle, une sinusite, un cancer, parce que là, on sait où on en est, et on n'a pas vraiment de risque, puisqu'on peut suivre des recommandations qui sont bien connues de nous tous. Mais dans 70%, 71% des cas, on est face à des symptômes, des syndromes, des tableaux de maladies, qui ne sont pas des diagnostics certifiés. On est donc en situation d'incertitude diagnostique. Donc, le dictionnaire des résultats de consultation nous permet de nommer avec rigueur ces situations, et ça nous donne du coup le même confort que quand on peut mettre un mot sur un diagnostic certifié. Par exemple, on a un patient qui vient, il a une douleur abdominale au niveau du creux de l'estomac, il vous le décrit bien, vous l'interrogez, vous l'examinez. À la fin de votre examen, à la fin de votre interrogatoire, vous ne pouvez pas conclure à autre chose que l'épigastralgie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas conclure, vous n'avez pas de certitude pour dire que c'est autre chose. Votre certitude clinique à la fin de la consultation, c'est ça, une épigastralgie. Dans le dictionnaire, ça se présente sous cette forme. Donc vous avez les 4 croix qui sont des critères obligatoires. Donc mon patient, il a forcément une douleur spontanée de la région épigastrique sans signe de reflux gastro-œsophagien. Ensuite, ça peut être une brûlure, une crampe, une pesanteur ou une faim douloureuse. Et ou, ça peut être une pesanteur et une faim douloureuse, une pesanteur et une brûlure. Dans ce cas, c'est une pesanteur. Et ensuite, on peut un peu plus décrire notre cas. Donc ça peut être calmé par les aliments, favorisé par les repas, les prises de certains aliments, certains médicaments, etc., etc. Donc dans ce dossier, on a décidé que c'était favorisé. Enfin, on a examiné notre patient, la douleur est favorisée par les repas, elle irradie sauf vers le haut, elle est retrouvée à la palpation. Dans votre dossier, ça donne le petit encart en bas à droite, donc une douleur spontanée de la région épigastrique, sans signe de reflux, c'est une pesanteur ou une gêne. Vous voyez aussi en petit bonus que c'est encodé automatiquement en CIM et en CISP. Vous n'avez rien à faire d'autre que de cocher les petites cases, ça se fait automatiquement. Vas-y, continue. Il faudrait que tu passes. Donc, j'ai bien choisi ce résultat de consultation car mon patient a bien présenté tous les critères qu'il était nécessaire pour que je puisse cocher cette consultation. Donc, on voit qu'en 5 clics, 1, 2, 3,
4-5 parce qu'il y avait des critères, des compléments sémiologiques, on a rempli notre dossier. On a nos critères obligatoires et on peut préciser un peu plus le type de douleur. Donc, une fois qu'on a fait le point sur la situation clinique du patient, c'est la première chose à faire, arriver à définir le tableau clinique qu'on a en face de nous, en sachant qu'on est en incertitude diagnostique. Ce n'est pas un diagnostic, ce qu'on écrit dans le dossier, c'est une situation en incertitude diagnostique, mais qu'on arrive à bien caractériser avec cette certitude clinique. Une fois qu'on a fait ça, le logiciel, lui, il va nous proposer une liste de voies aussi, on appelle ça, qui sont les résultats de consultation qui sont similaires à celui qu'on vient de choisir. C'est une aide pour être sûr de ne pas s'être trompé de résultat de consultation. C'est-à-dire que, certes, j'ai une idée, je me dis bien que c'est une épigastralgie pour ma conclusion, mais il faut que je fasse attention pour me dire, est-ce que c'est pas un abdomen douloureux aigu? Donc, bien sûr, j'ai regardé s'il y avait une défense ou pas, et il va vous proposer tous ces résultats de consultation qui sont, sur le plan clinique, ressemblants aux résultats que j'ai choisis. Ça nous permet de s'assurer qu'on est bien dans le bon résultat de consultation et qu'on a bien fait le bon point avec notre patient dans le temps de la consultation. Et enfin, une fois qu'on est sûr qu'on a bien choisi le bon résultat de consultation, qu'on l'a noté dans le dossier, le logiciel nous propose une liste de diagnostics graves, potentiels, qui sous-tendraient ce tableau clinique. C'est-à-dire que devant une épigastralgie, il faut penser à tous ces diagnostics-là, et le logiciel nous permet de nous faire la vision rapide des diagnostics qui sous-tendent le tableau clinique. Ils sont classés par ordre de fréquence. Donc devant une épigastralgie en médecine générale, c'est la cause de psychogène qui est quand même la plus fréquente. Mais ce n'est pas la plus grave. Et vous voyez qu'il y a des étoiles pour chaque diagnostic qui représentent la criticité. C'est un mélange de gravité avec d'urgence de prise en charge qui permettent de donner un poids à chaque diagnostic. Évidemment, l'infarctus du myocarde, qui est bien plus critique et grave que la cause de psychogène, se retrouve en milieu de liste car il est beaucoup moins fréquent, mais il est bien plus grave. Avec ça, vous avez un outil qui vous laisse en vigilance devant un tableau clinique indéterminé d'épigastralgie et qui vous permet, pour votre patient, peut-être pas de tout éliminer, c'est pas obligatoire, mais d'avoir au moins en tête les diagnostics potentiellement graves qui pourraient être présents derrière. Ils vont orienter nos décisions, en tout cas, en fonction du terrain du patient. Un patient fumeur âgé, on va peut-être plus facilement aller éliminer l'infarctus du myocarde, alors qu'un jeune patient, on va penser à autre chose. Voilà. Donc, le dictionnaire est téléchargeable soit en module métier externe sur Internet, sur le site de la CFMG de façon gratuite. Et depuis peu, il existe aussi en page web. Vous avez le lien ici, vous le retrouvez sur le site, avec lequel vous pouvez travailler tous les jours, quotidiennement, avec votre logiciel en parallèle. Et vous pouvez faire du copier-coller dans votre logiciel. Et il est bien sûr aussi intégré dans certains logiciels médicaux qu'on utilise en pratique courante et qui nous permettent de carrément l'utiliser dans le logiciel et de mettre de la donnée formalisée directement. Donc on va vous montrer comment ça fonctionne en pratique. On va vous montrer un exemple très simple. Donc, vous avez un patient qui vient vous voir, la quarantaine, et qui vous dit, voilà, je sens une boule là, je veux savoir ce qui se passe. Vous examinez votre patient, donc vous l'examinez, je ne vais pas vous faire l'examen clinique, mais vous l'examinez, et puis à la fin de votre examen, eh bien, finalement, vous vous rendez compte qu'il a une adénopathie, en tout cas une boule au niveau d'un territoire ganglionnaire. Et donc, vous allez vous orienter vers le choix du résultat de consultation le plus adapté, qui s'appelle adénopathie. Donc, vous faites une recherche adénopathie, vous cliquez sur le résultat de consultation, et il va vous proposer la définition de ce résultat de consultation. Et vous allez devoir cocher, vous, les critères obligatoires et les critères, les compléments sémiologiques qui s'y réfèrent. Donc, bien sûr, pour valider le fait que c'est bien une adénopathie, il faut que ce soit une tuméfaction dans une zone ganglionnaire, qu'il n'y ait pas d'explication loco-régionale, car à ce moment-là, on a une certitude clinique plus importante. Évidemment, s'il a une grosse plaie près de la zone ganglionnaire,
ce n'est plus on a beaucoup moins de certitude par rapport à cette adénopathie, on a une explication. Souvent, on n'en a pas, et donc là, on est devant un cas indéterminé de tuméfaction dans une zone ganglionnaire sans explication loco-régionale, qui peut être simple ou inflammatoire, on peut mettre simple dans notre cas, dans un territoire ou dans différents territoires. Donc là, dans un seul territoire, on va considérer que c'est une adénopathie de l'angle mandibulaire. Voilà. Donc avec 4 clics, on a caractérisé notre certitude clinique à la fin de la consultation. Avant de confirmer ce choix, il faut qu'on lise la liste des voies aussi. C'est-à-dire, est-ce que je ne me suis pas trompé de conclusion? Donc il va nous proposer une liste de résultats de consultation qui y ressemblent, comme un abcès superficiel, comme un kyste sébacé, une hernie éventration. Là, dans ce cas-là, à ce niveau-là, ça risque peu, mais dans d'autres endroits, ça pourrait être le cas. Un lipome, ou alors une tuméfaction qui ne se trouve pas dans une zone ganglionnaire. Et à ce moment-là, on ne peut pas considérer que c'est une adénopathie, mais c'est une tuméfaction indéterminée dans une autre zone qu'une zone ganglionnaire. Bon, pour notre patient, nous avons peu de doutes et nous avons confirmé notre choix de RC avec les 4 critères cliniques qui sont bien le tableau qu'on a en face de nous. Et donc, il va falloir agir avec ça. Et nous allons nous orienter vers la dernière case qui est le deuxième risque, on appelle ça le diagnostic critique. Ce sont les éventuelles maladies graves qui pourraient être la cause de cette adénopathie. Et donc là, vous avez la liste qui, ici, n'est pas classée par ordre de fréquence, mais uniquement par ordre de gravité, avec tous les diagnostics que vous connaissez qui peuvent se révéler par une adénopathie isolée, notamment mandibulaire ou ailleurs. Enfin, vous devez relever la position diagnostique. Ici, on est devant un symptôme isolé, c'est un cas nouveau, et vous allez enregistrer votre résultat qui va apparaître dans votre dossier sous cette forme-là, adénopathie. Alors là, on n'a pas de code cible, je ne sais pas pourquoi. Vous avez le titre du résultat, donc c'est votre conclusion qui a un titre. C'est ce que vous allez voir quand vous réouvrirez votre dossier médical dans 10 jours, si le patient revient vous voir pour la même chose, en fonction de l'évolution. Et vous avez les critères cliniques qui sont écrits automatiquement de votre plus haute certitude clinique. Et ça, vous pouvez l'insérer dans votre dossier pour pouvoir avancer. Voilà comment ça fonctionne. Ça permet avant tout de nommer une situation et d'avoir un outil de gestion du risque et de nous laisser en tout cas en vigilance avec cette liste de diagnostics graves qui nous permet d'avancer prudemment et de savoir si on doit aller plus loin ou pas. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire dans les démarches. C'est pas parce que vous voyez toute cette liste de diagnostics graves qu'il faut faire une démarche d'élimination de tous ces diagnostics. Bien sûr, le médecin a le choix de décider en fonction de son patient ce qu'il va faire et dans quel délai il va le faire. Voilà, donc si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez venir nous voir au stand juste après le forum là, et on pourra notamment, on a des abrégés ici qui expliquent un peu le fonctionnement du dictionnaire et comment le télécharger et où le trouver facilement. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions par rapport à tout ça, on vous écoute. En espérant que vous avez bien compris la démarche médicale qui est sous-tendue par cet outil. C'est un outil informatique, donc un outil pratique, en pratique courante. Mais derrière ça, il y a une vraie démarche médicale qu'on a structurée. On l'a fait de façon intuitive, mais là on l'a structurée pour que ça soit plus clair et que nos dossiers soient plus complets et mieux formalisés.
ma question, c'est si, par exemple, on trouve qu'il manque un élément diagnostic, on trouverait opportun qu'il soit dans la recherche qu'on a fait avec cet outil. Est-ce qu'il y a un moyen de contribuer ou de signaler enfin voilà, est-ce qu'on peut faire un retour d'expérience? Comme Édouard l'a dit, le DRC il est vivant, donc il est mis à jour tous les ans par un comité de mise à jour. Donc il y a un secrétariat d'une dizaine de médecins qui bossent et chaque année on présente nos travaux auprès du comité de mise à jour du dictionnaire des résultats de consultation. Et sur le site internet de la SFMG, vous avez toujours sur chaque page, donc la page du dictionnaire, vous avez un contact. En l'occurrence, c'est moi, à laquelle vous m'envoyez un mail et bien entendu, tous les utilisateurs du dictionnaire peuvent nous faire remonter leurs impressions. Et on a aussi une liste de diffusion des utilisateurs du dictionnaire. Donc on peut s'inscrire à cette liste et puis faire remonter les infos. Très bien, merci. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez pu évaluer l'outil pour savoir si, à terme, est-ce que ça augmente la prescription d'examens complémentaires, puisque ça peut faire peur de voir les diagnostics graves qu'on devrait connaître, et là, de les voir sur papier ou sur ordinateur directement, est-ce que ça peut augmenter la prescription d'examens complémentaires à terme? Non, on n'a pas évalué l'outil. Sur ce plan-là, c'est avant tout un outil d'aide à la décision. C'est pas un outil qui va nous faire faire des choses. Le médecin a le contrôle de cet outil, le médecin a la réflexion, c'est lui qui choisit sa conclusion. Et encore une fois, la liste diagnostique critique qui peut faire peur, et effectivement, il faut la pondérer avec notre pratique. La plupart des médecins travaillent sans et travaillent bien comme ça. Elle est juste une aide de vigilance, mais il n'y a rien d'obligatoire. Et il n'y a bien sûr aucune arrière-pensée médico-légale derrière. Hein. C'est uniquement une aide décisionnelle de gestion du risque. La question de l'augmentation de la prescription, ça serait justement un abus d'utilisation, enfin une déviance, mais si le médecin a le contrôle de son outil, et je pense que c'est le cas pour la plupart de ceux qui l'utilisent, il n'y a pas de raison. Il y a aussi un autre travail qui est en cours, qui s'appelle un travail sur les démarches syndiniques. Syndinique, c'est gestion du risque. Et en fait, à partir de ces listes de diagnostics critiques, on crée des démarches qui sont adaptées à la médecine générale. C'est-à-dire qu'on a plein de démarches qu'on connaît. Vous tapez un item, je ne sais pas combien, de l'ECN, vous avez la démarche de l'épigastralgie. Mais sauf que ces démarches, c'est des démarches hospitalières. C'est ce que disait Edouard dans sa vidéo. On commence par le carré de White. Donc nous, on fait des démarches inverses. Donc là, ça sera implémenté bientôt dans le DRC, mais là on pourra voir que c'est absolument pas une obligation, c'est plutôt une orientation, et tout ça est à pondérer aussi en fonction de la vulnérabilité du patient. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Bonjour, je voulais savoir si vous avez une idée du nombre de médecins généralistes qui utilisent cet outil. Olivier ? Je réponds pas le nombre de médecins généralistes utilisateurs du dictionnaire. Très peu. En fait, plus de 90% des médecins généralistes français utilisent comme mode de relevé de texte libre. Et à moins de 10% utilisent des nomenclatures ou des classifications, dont le dictionnaire, qui est à peu près un millier de médecins en France qui l'utilisent, quelques-uns la CM10, mais encore moins, 1000, parce que c'est une classification qui est inadaptée à notre pratique et qui est extrêmement lourde à gérer. Nous, on la connaît bien, mais il y a 36 000 entrées dans la CIM, et c'est à chaque fois dans le chapitre point 9, je ne sais pas si ceux qui la connaissent, qui correspond un peu à la médecine générale. Et puis d'autres utilisent la CISP. Donc voilà, dictionnaire, CIM10, et d'autres utilisent la CISP. Les trois qui sont utilisés en France, c'est CIM10, CISP, dictionnaire, avec une petite pointe pour le dictionnaire et la CISP, qui est une classification plus complète que le dictionnaire, parce qu'elle aborde d'autres sujets que la partie diagnostique. Mais tout ça restant extrêmement faible actuellement. À l'avenir, on sait bien que la seule classification de référence, c'est la CIM, qu'on y viendra de gré ou de force.
l'avantage qu'on a quand tu utilises cet outil que j'utilise moi depuis 20 ans, c'est que je fais du code SIM en tâche masquée, sans m'emmerder. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Surtout le dictionnaire, c'est quand même le seul outil d'entrée clinique. On rentre avec de la clinique. La SIM, on rentre avec des codes et des diagnostics. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Là, on rentre avec une sémiologie clinique et c'est bien notre travail. Est-ce que c'est déjà prévu ou est-ce que c'est pas encore voilà, de pouvoir avoir des statistiques sur les résultats de consultation pour les médecins sur leur patientèle pour pouvoir après orienter leur DPC ou autre chose pour pouvoir mieux se former sur les résultats de consultation les plus fréquents qu'ils ont avec leur patientèle, par exemple? Alors, oui, ça a existé. Ça s'appelait l'Observatoire de la médecine générale. Ça a duré 15 ans. C'est-à-dire que pendant 15 ans, on avait des médecins qui recueillaient, des médecins qui utilisaient le dictionnaire des résultats de consultation, qui envoyaient leurs données tous les semaines, je crois, à une grosse base de données. Et grâce à ça, on a pu avoir, même c'est plus de 10 ans, je crois que c'est 20 ans, on a pu avoir 20 ans d'observation de la médecine générale en réalité, enfin la vraie vie des médecins généralistes. Donc on a pu faire des thèses grâce à ça, on va essayer on utilise toujours ces données, parce que l'observatoire s'est arrêté en 2011. J'ai fait ma thèse grâce à cet observatoire, etc. etc. Donc actuellement, nous on ne peut pas reporter cet observatoire, donc on l'a arrêté pour des raisons diverses et variées. Mais par contre, sur le site internet de la SFMG, vous avez en accès libre aux données épidémiologiques les résultats de consultation les plus fréquents par âge, sur la population générale, hommes, femmes, etc. etc. Variables dans l'année. Enfin, vous pouvez aller chercher gratuitement, vous pouvez aller voir quels sont les résultats de consultation les plus fréquents, quoi. On peut dire que c'est hypertension artérielle, suivi de examen systématique et prévention, qui est le résultat de consultation qu'on utilise pour l'examen des bébés, pour les certificats médicaux, pour la prévention, le dépistage, etc., etc. Donc oui, ça a existé. Merci. Damien est en train de vous montrer comment on fait pour y aller. Là, vous avez, pour l'année 2009, les 50 résultats de consultation les plus fréquentes qui ont été relevés. Après, vous pouvez aller consulter ça sans problème. Donc, ça peut avoir un intérêt et orienter les formations éventuellement. En tout cas, il y a de la donnée. D'autres questions ? Merci à tous pour la participation à ce forum.